le ministre des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie et de la mise en œuvre des recommandations de la CDJR vient de nous rejoindre. Monsieur André Kania Fanou également, lui, il est le directeur exécutif du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Monsieur le ministre, vous êtes toujours avec nous. La question, elle porte principalement, la première, principalement sur les incendies des marchés, leurs effets politico-judiciaires. Suite à l'arrestation de plusieurs de leurs militants dans cette affaire, le collectif Soulevons le Togo a diligenté ou a mené une contre-enquête dont le rapport met en cause plusieurs proches du pouvoir, plusieurs proches du chef de l'État. Quel crédit accordez-vous à ce rapport? Vous savez, on ne serait pas en face d'un drame que ça prêterait à sourire. Mais malheureusement, dans ces incendies des marchés de Kara et de Lomé, il y a beaucoup de nos concitoyens, hommes, femmes, et parfois des étrangers qui ont choisi de s'installer et de mener des activités économiques et commerciales dans notre pays, qui ont vu toute leur vie s'effondrer parce que les marchandises, les stocks, les édifices ont été ravagés. Et donc, c'est avec une certaine gravité que le gouvernement a abordé le cas des incendies. D'abord, apporter un réconfort moral. Vous avez vu le président de la République recevoir les femmes. Vous l'avez vu sur le terrain. Vous avez vu de nombreux ministres s'engager dans l'immédiat afin de trouver des sites provisoires pour réinstaller les commerçants et les commerçantes. Et naturellement, après cette première étape où il s'agissait de secourir et d'aider les commerçants et les commerçantes à reprendre, tant bien que mal, parfois avec le soutien financier de l'État, leurs activités, les attentes de tous les Togolais, c'est que la lumière soit faite sur ces incendies. C'est une affaire judiciaire. Lorsque un citoyen, quel qu'il soit, qu'il ait ou non des engagements politiques, a des éléments d'information qui peuvent aider à l'aboutissement d'une procédure judiciaire, il saisit le juge d'instruction. Il porte les informations dont il aurait connaissance, il les met à la disposition de l'enquête. Cela n'a pas été le cas. Il ne s'agit même pas d'une enquête qui aurait été faite. Il s'agit vraiment d'une aventure un peu difficile à qualifier. On a pris les noms d'honnêtes citoyens, femmes et hommes. On a compilé ça dans un bureau quelque part. Et même ceux dont on a mentionné les noms comme ayant été les auteurs du rapport ne se reconnaissent pas dans cette histoire. Donc, c'est quelques personnes qui se sont assises dans un bureau quelque part, dans Lomé. Je n'imagine même pas que, par exemple, en ce qui concerne Kara, les gens aient eu, ne serait-ce que l'amabilité, pour ne pas parler, l'honnêteté, de se déplacer sur le terrain, de regarder et de chercher à vérifier. Vous savez, j'ai fait plus de 10 ans aux Nations Unies, y compris dans des missions d'enquête importantes. Vous collectez des informations, vous recueillez des témoignages et ensuite vous procédez au recoupement et aux vérifications. Ce n'est pas ce qui a été fait. Alors, nous continuons à faire confiance à la justice. Nous ne voulons pas commenter sur ce que certains, les aventures auxquelles certains se livrent pour de basses raisons politiciennes. Et donc, nous faisons confiance à la justice pour que la vérité éclate, tout en souhaitant au niveau du gouvernement que toutes les garanties pour un procès juste et équitable, y compris qui garantissent à ceux qui sont présumés auteurs des incendies l'accès au dossier, la défense adéquate et toutes les autres garanties
consacré par ce que les juristes appellent le habeas corpus. Voilà le souci du gouvernement. Le reste, ce sont des initiatives et des aventures politiques que je ne me permettrai pas de commenter parce qu'il y a des vies humaines qui ont été en cause, il y a des activités économiques et le sort de certains de nos concitoyens et de commerçants qui ont été engagés. Donc nous devons traiter ça avec le plus grand sérieux. Je voudrais avoir l'opinion de M. Afanou sur cette affaire de rapport mettant en cause des proches du chef de l'État. Non, je crois que le ministre Bahara a bien fait de préciser le contexte. C'est en début d'année que malheureusement, ce qui semblait être une blague, à savoir qu'après le marché de Kara, celui de Lomé était en train de brûler, cela s'est confirmé. Et cela a suscité de la réprobation de la part de toutes les catégories de citoyens, et aussi bien au sein du pouvoir qu'au niveau de l'opposition. Je crois que c'est assez important à souligner. Ce qu'il faut aussi rappeler simplement, c'est que quelques jours après, même le lendemain déjà, il y a des arrestations qui ont commencé par être opérées. Le vice-président de Obu, notamment Gérard Adja, a été arrêté. Et puis il y a une vague d'arrestations qui a suivi. Pour le commun des Togolais que nous sommes, ces arrestations ont commencé après les dénonciations de Mohamed Loum. Et donc à partir de ce moment, des leaders de l'opposition ont été arrêtés. Et je ne vous apprends rien si je dis qu'à un moment donné, parmi ces gens arrêtés, il y a eu mort d'homme. Yakanou Etienne est décédé, sans que jusqu'à aujourd'hui, on ne sache si réellement il y a des éléments à charge contre lui. Ça veut dire simplement que, imaginez donc qu'après les enquêtes, le juge découvre ou un procès amène à conclure que Yakanou Etienne n'était pas impliqué, et donc il serait mort pour rien. Beaucoup de responsables ont été donc arrêtés dans cette affaire. Et je pense que même si je ne peux pas dire que les responsables du CST qui ont produit leur rapport ont raison ou tort, le ministre a bien fait de rappeler que dans le cadre de ce type d'enquête, toute personne qui a connaissance d'un élément, quel que soit, nous sommes en matière criminelle, quel que soit cet élément, et qui juge utile de le porter à la connaissance donc du magistrat qui est en train d'instruire le dossier, a le droit de le faire. Et je pense que quand on parle du Togo, il faut aussi rappeler que malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup de rapports l'ont dit, on reviendra peut-être sur le rapport de du ACDH, notre justice n'inspire pas confiance à tout le monde. La Cour de justice de la CEDEAO, dans une célèbre affaire, a déclaré que des gens n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, notamment dans le cas d'affaires d'atteinte à la sécurité de l'État. Ça veut dire que ces personnes donc, qui sont du collectif Sauvons le Togo, si elles devaient s'en tenir simplement aux informations affourées aux magistrats, elles n'étaient pas certaines que ces informations seraient exploitées, j'allais dire pour dire le droit comme cela se doit. Et bien moi je vous avoue que je comprends les raisons pour lesquelles un certain nombre de personnalités, c'est quand même pas des personnalités aussi hein, au sein du collectif Sauvons le Togo, se sentant accusées, se sentant acculés, ont jugé utile de donner simplement à l'opinion ce que moi j'appelle leur part de vérité. Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement en train de faire une sorte de guérilla judiciaire? Non, autant ils ont été arrêtés. S'ils sont conscients que les faits qu'ils vont rapporter ne vont pas être exploités comme il se doit, pourquoi les produire alors? Non, justement, en mettant ces faits, encore une fois, je ne prends pas leur défense, moi je ne fais qu'une analyse. En mettant ces informations dans le domaine public, ils obligent, à mon avis, le juge à en tenir compte dans le cadre de sa procédure. Et je pense que c'est important dans la manifestation de la vérité. Maintenant, c'est la suite qui nous déterminera à savoir est-ce que le magistrat, est-ce que le procès aura lieu bientôt, est-ce que le juge instructeur tiendra compte de ces éléments-là. Je rappelle aussi que en tout cas moi personnellement et bien d'autres, on a quand même senti un malaise quand on a eu l'impression que les arrestations qui ont été opérées l'ont été seulement dans le cas de ceux qui sont proches de l'opposition. C'est pas moi seul qui l'ai dit, beaucoup de diplomates l'ont dit, beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme l'ont dit. Donc à partir de ce moment, s'il vous plaît, et je vais terminer avec ça, c'était important que ces gens mettent leur vérité à la disposition donc, du magistrat et donc ils le mettent dans le domaine public
pour qu'au final, à l'issue d'un procès que nous espérons qui aura lieu bientôt, et surtout qui offrira, j'allais dire enfin, les gages qui sera juste et équitable, mais la vérité va éclater. Monsieur le ministre. Peut-être que mon ami M. Afanou n'a pas voulu être beaucoup plus prolixe. Il a dit que ces incendies sont survenus dans un contexte. Je m'attendais à ce qu'il précise que les incendies sont arrivés le 8, puis à partir du 11 janvier. Et qu'à l'époque, l'opinion publique nationale et internationale avait été témoin de ce que certains de nos concitoyens, fussent-ils des personnalités politiques, avaient lancé des mots d'ordre intitulés les derniers tours de Jéricho, estimant que l'objectif, selon leur propre explication, était de parvenir à l'effondrement du régime. Les manifestations étaient prévues pour le 11, 12 et 13. Le 8, incendie du marché de Kara. Le 11, incendie du marché de Lomé. Et puis un certain nombre de tentatives d'incendie à travers le territoire. Je croyais que c'est ce contexte-là qu'il voulait rappeler. Cela n'induit rien. Cela ne conduit pas à faire des déductions quelconques. Je voulais rappeler, sans doute le régime ne s'est pas effondré, mais en revanche, les marchés se sont effondrés. Ça, c'est des faits. Mais les noms de personnes qui sont prétendument cités dans le rapport dont nous parlons, ce ne sont pas des faits. Ce sont des allégations et des accusations graves, sans aucun fondement. Si c'était des faits qu'ils portaient à l'attention et à la connaissance et de l'opinion publique et du juge instructeur, ça se comprendrait qu'ils cherchent à contribuer à l'éclatement de la vérité. Enfin, je voulais dire tout simplement que Loum, c'est un personnage un peu fantasmagorique dans cette histoire. Un jour, il dit que quelqu'un a appelé le président de la République, lui a passé le président de la République. Le lendemain, en tout cas, il nous a raconté toutes sortes de fables dans ce pays. Je ne sais pas quelle est la part de vérité, je n'en sais rien. Mais il n'est que un des éléments. Moi, je ne connais pas le contenu du dossier judiciaire pour dire que c'est le témoignage de M. Loum qui aurait fondé les poursuites. Au-delà des autres indices et faisceaux d'éléments qui pourraient être à la disposition de la justice. Voilà, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des tentatives de diversion depuis le début, puisque de plus en plus certains nous parlent ouvertement d'une sorte d'amnistie avant même le procès, ou d'une sorte d'absolution avant que nous ne puissions savoir la vérité. Merci. Voilà ce que je tenais à préciser. On va fermer cette page. Pour passer à autre chose, on a connu ces derniers jours il y a eu une sorte de tintamarre autour d'une réunion que vous auriez tenue avec des responsables de l'opposition et au cours de laquelle vous auriez proposé à ceux-ci de procéder à des partages de délégations spéciales, ce qui permettrait de faire une impasse sur les élections locales. Qu'en est-il réellement, monsieur le ministre? Non, il n'en est rien. En réalité, vous avez deux regroupements qui se parlent par médias interposés. Au lieu de s'adresser aux Togolais et de s'occuper des attentes et des aspirations de la population togolaise. Le gouvernement, dans la logique de la politique de dialogue et d'ouverture que le président de la République a toujours prôné et pratiqué, a cherché à écouter, recueillir les points de vue, les préoccupations, éventuellement les propositions des différentes parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, sur la question des élections locales et de la décentralisation. Et je dois avouer, le ministre Amadou faisait partie de la délégation gouvernementale, ainsi que le ministre Damipi, que les discussions se sont passées dans un climat fraternel, cordial.
et que nous avons obtenu de la part aussi bien des partis politiques, ADI, ANC, Coalition Arc-en-Ciel, un groupe de partis politiques extra-parlementaires, une plateforme d'organisation de la société civile qui œuvre en matière de gouvernance locale de décentralisation, des contributions riches et constructives sur 3 points essentiellement. Le premier point consistait tout simplement à nous interroger et à échanger sur ce que les uns et les autres entendent par élection locale et par décentralisation. En interrogeant le dispositif légal qui existe, à savoir la loi 2007-011 du 13 mars 2007. Et nous nous sommes rendus compte, de manière presque unanime, que les élections locales dont on parle sont en réalité une complexité. Il s'agit à la fois d'élections municipales, donc dans les villes, et même en ce qui concerne les élections municipales, la loi que j'ai mentionnée tout à l'heure prévoit une municipalisation intégrale, à savoir que tous les cantons du Togo doivent être érigés en communes rurales. Ça, c'est le premier niveau de décentralisation. Il y a un deuxième niveau de décentralisation, c'est les conseils de préfecture. Et un troisième niveau de décentralisation, c'est les conseils régionaux. Donc, c'est 3 élections dont on parle. Deuxièmement, nous nous sommes interrogés pour savoir quelles sont les conditions minimales et les modalités pour aller aux élections locales. Et sur cette question, il y a eu également presque une convergence de vues sur le minimum de préalables et de conditions qu'il faut mettre en place avant d'aller aux élections locales. Et enfin, la troisième question a consisté à voir de quelle manière, à partir de la réunion que nous avons eue, procéder à l'élaboration d'une feuille de route et des calendriers pour aller aux élections locales et à la décentralisation. Alors, je voudrais préciser que nous avons eu une réunion séparée avec ADI, ANC, une réunion séparée avec la coalition Arc-en-Ciel, une troisième réunion avec un groupe de partis politiques extra-parlementaires et une quatrième réunion avec la plateforme de la société civile. J'ai entendu les rumeurs auxquelles vous faites référence. On me dit que le collectif Sauvons le Togo prétend qu'on aurait discuté de la possibilité de partager les délégations spéciales. Je profite pour informer que le collectif Sauvons le Togo n'a jamais été invité à ces discussions. Donc je ne sais pas d'où il tire ces informations. Mais en toute hypothèse, le gouvernement s'est engagé à ce que la feuille de route et le calendrier soient gérés dans un esprit concerté. Et donc, je disais qu'il y a 2 regroupements qui se parlent par médias interposés. Bon, peut-être que, n'ayant plus rien à se mettre sous la dent, ils essayent d'inventer quelque chose. Puisque nous cherchons à répondre aux préoccupations, aux attentes et aux besoins de la population togolaise, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Et eux, chaque fois, ils cherchent à voir qu'est-ce que nous allons dire pour satisfaire le sensationnel de nos médias. Et éventuellement des gens qui, les week-ends avant, ils étaient sur la plage, apparemment, ils se sont délocalisés. Mais bon, ça fait un peu plus de sport. D'accord. Pour revenir aux élections locales, est-ce que ce scrutin figure encore à l'agenda du gouvernement? Bien entendu. Bien entendu. Dans le cadre des concertations que nous avons eues autour de Monseigneur Bariga, le gouvernement a souscrit à l'engagement consistant à ce que ces élections aient lieu dans la foulée des élections législatives. Et le Premier ministre, dans son programme d'action, a également indiqué que les élections locales peuvent être organisées dès que possible. Mais nous nous rendons compte, y compris à travers les concertations, que la question est complexe et qu'il faudrait aller à pas sûr et maîtrisé. Voilà pourquoi nous voulons éviter la précipitation et l'improvisation, continuer à travailler avec nos frères et sœurs des partis politiques et de la société civile, élaborer une feuille de route convenable
et engager la mise en œuvre de cette feuille de route de manière concertée. Je vais vous donner 2 exemples pour vous expliciter la difficulté de la question. D'abord, la délimitation et le découpage des communes. Aujourd'hui, où s'arrête la ville d'Anéron? Où s'arrête la ville de Théviers? Où s'arrête la ville de Sokodé, de Kara, ainsi de suite. Il faut faire en sorte que la délimitation de ces villes-là ne soit pas l'œuvre de, je dirais, une œuvre administrative, mais qu'on associe les chefferies traditionnelles, les organisations de la société civile et les populations de manière générale. Deuxièmement, nous sillonnons notre pays, les uns et les autres. J'imagine, vous, en tant que journaliste, vous voyagez beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas de tous nos frères et sœurs. Et même quand ils sont conscients de la difficulté, ils ne veulent pas l'avouer. Nous savons que les préfectures sont dans un état de délabrement, que beaucoup de locaux doivent être reconstruits. Alors, avant d'aller aux élections locales, il faut s'interroger sur les infrastructures d'accueil. Il faut aussi conceptualiser le processus de transfert des ressources. Combien d'argent l'État est en mesure de transférer aux collectivités chaque année? Et quelles sont les taxes qui peuvent être prélevées localement par les collectivités? Voilà un peu les questions qui doivent être réglées avant d'aller aux élections. Ces aspects du débat, nous allons les réserver pour une autre émission. Aujourd'hui, nous sommes là pour juste apporter quelques informations pour appuyer les événements que nous rappelons. L'année 2013 a été celle qui a connu aussi une décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire qu'on appelle l'affaire Pachanya Singbe. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé à l'État togolais de payer 20 millions de francs CFA aux personnes condamnées dans cette affaire et qui avaient subi des tortures. 2013, année de poursuite des démêlés judiciaires de Pascal Bodiona aussi, soupçonné d'être impliqué dans une sombre affaire d'escroquerie internationale. L'ancien ministre de l'administration territoriale qui a réussi à faire sauter la procédure est retombé dans une autre. La justice togolaise, qui semble avoir tissé sa toile autour de l'homme politique togolais, se retrouve elle-même au centre d'un rapport sans complaisance que vient de publier le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Un rapport d'autopsie qui ressort tous les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire togolais. Maître Amadou, nous allons nous attarder sur ce dernier cas. Comment avez-vous apprécié, comment avez-vous accueilli ce rapport du HCDH? Nous avons reçu le rapport, nous l'avons lu et nous avons réagi. Je crois que vous avez eu notre réaction. C'est un rapport qui est un instrument de travail pour le gouvernement togolais, puisque c'est le gouvernement togolais lui-même qui a demandé la création d'un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo. Et donc c'est un partenaire technique avec lequel nous travaillons. Mais nous avons eu à déplorer certains manquements dans ce rapport, puisque c'est une compilation d'événements et il y a certains problèmes soulignés dans ce rapport qui sont déjà réglés. Nous avons estimé que le rapport aurait pu extraire ces problèmes qui sont déjà réglés ou bien en faire cas. Donc c'est un document, nous n'entendons pas faire de la polémique inutile autour de ce document. Et nous allons essayer de régler ce que nous pouvons régler, mais nous avons tenu quand même à souligner que le rapport est un peu déséquilibré. Un document de travail, ça c'est une façon très sportive d'encaisser le coup. Monsieur Afanou? Je crois que j'apprécie le propos du ministre. Et je pense que, on l'a dit entre-temps un peu sur vos antennes aussi, en tant que défenseur des droits de l'homme, s'il y a quelque chose que nous saluons ces derniers temps, c'est un peu cette collaboration que nous avons avec les autorités. Je peux vous assurer que chaque fois que nous avons une préoccupation dans un domaine donné et que nous jugeons utile de saisir soit le ministre des droits de l'homme, soit le garde des Sceaux ou une autre autorité, à chaque fois nous avons une écoute assez attentive de leur part et je pense que c'est le lieu de saluer. Maintenant, pour en revenir au rapport, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est important. J'ai suivi sur une chaîne dans la semaine le ministre Bawara qui commentait aussi le rapport et qui a semblé donner l'impression que le rapport aurait été concocté sur la base de faits un peu légers, c'est le mot que le ministre a utilisé. Il a travaillé au HCDH. Et nous qui sommes défenseurs des droits de l'homme, nous savons aussi par exemple que si des organisations nationales
comme les nôtres, CACIT, LTDH et d'autres, peuvent produire des rapports et, j'allais dire, se permettre de faire un peu du sensationnel pour émouvoir l'opinion, une institution comme le HCDH, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, doit normalement, par hypothèse, prendre du temps, faire des investigations, consolider les faits, envoyer ce rapport à Genève, qui est donc le siège du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, recevoir les observations avant publication.